Parmi les ministres warriors du gouvernement actuel de la RDC, une dame de fer qui se démarque et s'impose dans son domaine. Il s'agit bel et bien de la ministre des Mines, Madame Antoinette Tsamba Kalambay. Devant la presse, Madame la ministre a répondu à des questions d'actualité sur le secteur minier. Secteur dont dépend en grande partie l'économie de la RDC. Suivez en intégralité cet échange avec les journalistes de la place. Madame l'Excellence, vous avez aujourd'hui la presse représentée par quelques organes de presse qui voudraient, après les travaux des États généraux de mines, s'entretenir avec vous. Et là, nous avons pour la première question Marcel Moubenga qui représente la RTNC et pour le compte de son émission N Ressources. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes la première femme à occuper ces fauteuils de ministre national des Mines. Une lourde responsabilité, je dis depuis de lustres, aucune femme n'a occupé la place où vous êtes. Comment vous allez vous y prendre? Je dirais que la tâche, la responsabilité, elle est lourde, certes, mais elle n'est pas lourde parce que je suis femme, mais elle est lourde parce que c'est un secteur aussi sensible qui a pratiquement le poids de l'économie congolaise. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et puis je remercie le chef de l'État d'avoir fait de moi une première femme à la tête de ces grands ministères. Et puis je dirais qu'il n'y a pas à mon humble avis, il n'y a pas de responsabilité légère. Toutes les responsabilités sont lourdes. Que ce soit dans le secteur minier ou dans les autres secteurs, c'est le mode opératoire qui compte, c'est la conduite même du ministère qui va nous amener à rendre léger toutes les procédures ou toutes les démarches à faire et toute cette capacité-là de pouvoir amener les secteurs miniers sur les rails. Madame, depuis 2007, la RDC a connu un processus de révisitation des contrats miniers parce que tous les contrats qui ont été signés dans les conditions que vous connaissez, on dit que c'était des contrats léonais. Et il fallait réviser ces contrats pour donner un peu de marge à la RDC afin que le pays puisse en tirer grand bénéfice. Mais jusqu'à ce jour, c'est comme si rien n'est fait. Ces contrats continuent à ne rien apporter. Le secteur minier n'est pas vraiment porteur au développement du pays. Est-ce que vous allez procéder à une autre révisation des contrats miniers? Bien évidemment, nous allons révisiter les contrats miniers. Vous voyez, donc rien ne marche jusque-là. Nous avons décrié cela lors de nos assises des États généraux. Aujourd'hui, là, nous avons des sociétés minières à capitaux congolais, mais qui à ce jour sont pratiquement des canards boiteux. Ces entreprises-là, c'est des sociétés minières congolaises, signent de contrats de joint venture avec des investisseurs étrangers, d'autres opérateurs miniers, qui, eux, réussissent. Mais comme par hasard, les sociétés minières congolaises continuent à faire du surplace. Nous pensons révisiter les contrats pour pouvoir arranger ou réparer ou c'est défectueux afin que le peuple congolais, la RDC, puisse se retrouver de la même façon que les investisseurs étrangers se retrouvent. Là, vous aurez du pain sur la planche parce que déjà avec les codes miniers revisités, il y a eu autant de bruit. La révisation des contrats miniers risque encore de nous amener dans un tournant où il y aura beaucoup de problèmes avec les entreprises minières. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. La RDC, nous sommes en train de nous battre pour établir un état de droit. Les investisseurs qui viennent investir chez nous au pays, ils sont tenus à respecter les lois de la République. Parlons Sicomine. Un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. On sait que Sicomine, c'était ces projets qui pouvaient faire en sorte que la RDC puisse mettre en place ces minerais en échange des infrastructures pour développer les pays. Mais depuis lors, quelques étapes traversées, on dit qu'il y a même 3 milliards de dollars qui restent encore, qui ne sont pas encore utilisés. Et Sicomine, jusqu'à ce jour, le projet mine contre infrastructure n'est plus en marche.
Comment vous comptez résoudre ce problème face à ces grands partenaires qui devaient changer même toute la face du pays? Le dossier SICOMIN est un dossier qui ne nous laisse pas dormir. Déjà au sein du gouvernement, on en a parlé lors de nos tenues de comité de conjoncture. On nous a confié cette mission-là par le Premier ministre à pouvoir voir comment revoir un peu les accords qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et un regroupement d'investisseurs chinois qui devaient construire des infrastructures ici en RDC et en retour, ils devaient exploiter les mines. Mais en réalité, c'est un contrat, je dirais, léonin aussi. Parce qu'à ce jour, la SICOMIN ne paye aucune taxe, aucune redevance. Ils importent plutôt tout ce qu'il y a comme matériel ou produits pour leur exploitation gratuitement. Ils sont exonérés de tout et de tout. Même pour le permis de conduire, ils sont exonérés, la SICOMIN. Nous sommes là déjà en train de travailler là-dessus. Il y a une commission qui a été mise en place au sein de mon ministère, qui est en train de travailler dessus. Je crois dans les jours à venir, nous allons nous retrouver avec la SICOMIN pour en parler. Madame, vous aurez des experts pour évaluer tout ce que SICOMIN a déjà exporté jusqu'à ce jour. Sinon, parce que chaque seconde, il y a au moins autant de tonnes qui sont évacuées du pays. De toute façon, il y a toujours des traces. Lorsqu'ils exportent, lorsqu'ils sortent leurs produits à la frontière, la quantité est connue. Même où ils vont à l'étranger, ils ont des documents où tout est quantifié. Nous serons capables, même si nous n'aurons pas tous les éléments à 100%, mais au moins à 90%, nous aurons ce dont nous avons besoin. C'est Madame Nancy du média en ligne NCTV. Alors, Madame la ministre, lors de l'ouverture des États généraux, vous avez déclaré être agacée par la corruption et la fraude qui gangrènent le secteur que vous chapeautez, qui est un secteur très porteur économiquement parlant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos stratégies, celles que vous envisagez mettre en place pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce ministère des Mines? Nous l'avons décrié, la fraude, vous savez, c'est comme un cancer. Aujourd'hui, là, ce cancer-là gangrène un peu l'économie congolaise. Le secteur minier soutient pratiquement l'économie congolaise. Et nous avons la fraude et la corruption qui gangrènent non seulement le secteur minier, mais pratiquement tous les secteurs de la République démocratique du Congo. Nous pensons que dans notre secteur, il y a non seulement la fraude, il y a aussi la corruption. Je crois à l'est du pays, nous vivons la fraude au quotidien. Comment ces fraudeurs-là, que je qualifie de criminels économiques, mais qui sont aussi non seulement criminels économiques, mais tueurs d'hommes. Nous voyons, pour avoir les minéraux du Congo et les exporter à l'étranger, il faut donner des armes aux Congolais, et les tuer et pour pouvoir prendre tout ce qu'il y a comme minéraux. Donc, c'est de la fraude quelque part et c'est des tueurs. Mais par rapport à la corruption, nous avons et les corrupteurs et les corrompus. Les corrompus, c'est les agents publics de l'État qui sont à la fois sont corrompus parce que c'est eux en fait qui vendent la mèche auprès des investisseurs. Ils leur demandent, voilà, nous allons vous arranger. Et pour cet arrangement, il nous faut autant d'argent. Nous sommes en train, nous, au sein du ministère, étudier comment nous allons petit à petit élaguer la fraude minière ainsi que la corruption par la mise en place déjà d'un code. Nous avons déjà un code de bonne conduite de l'agent public de l'État, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre un code de conduite minier où nous allons retrouver les investisseurs miniers, les agents publics de l'État. Donc, lorsque je parle de l'agent public,
y compris les services spécialisés du ministère. Nous avons le CEC, nous avons le CAMI, nous avons le SAEMAP, nous avons le Service géologique national du Congo, pour ne citer que ceux-là, ainsi que la société civile qui normalement doit nous accompagner. Les mines, vous savez, ce n'est pas vraiment ici à Kinshasa qu'on les retrouve, hein, c'est dans des provinces, à des endroits où les infrastructures ne sont pas construites, à des endroits où la population vit dans une misère pratiquement totale. Donc, ces trois acteurs-là, l'agent public de l'État, les opérateurs miniers, ainsi que la société civile, nous verrons dans quelle mesure avoir un code de bonne conduite où chacun devra s'y mettre, parce que ça sera un code vraiment contraignant qui va porter des fruits pour que nous puissions petit à petit à laver un peu les minerais du Congo. De l'autre part, nous voulons aussi dématérialiser les procédures administratives ainsi que financières. Vous savez, aujourd'hui, moi, par moment, ça me fait très mal. Les gens vous appellent, vous qui êtes ministre, voilà, je vais créer une coopérative minière. Ça ne se fait qu'ici au Congo. Alors que nous avons une administration, il y a une procédure à suivre. Vous voulez créer une coopérative minière aujourd'hui, vous commencez dans la province dans laquelle vous allez exploiter. Mais je reçois des coups de fil, alors que moi, je suis dans la phase finale. Lorsque le dossier a suivi tout le cursus, lorsque ça arrive à ma table, c'est juste pour vérifier et signer l'arrêté créant, la créée d'agrément créant une coopérative minière, pour ne donner que cet exemple-là. Donc nous sommes en train de voir comment dématérialiser, comme ça, facilement, quelqu'un qui veut venir investir dans les mines, qu'il soit congolais ou pas, ou étranger, sait au moins par où commencer. Et nous allons un peu écarter l'influence humaine dans cette procédure administrative et financière. Bonjour Madame la Ministre. Et la première question, c'est de savoir si vous avez vraiment sentiment d'une mission accomplie après l'organisation des États généraux des mines. Les États généraux des mines, nous avons fait l'autopsie en fait, de tous les secteurs. Et aujourd'hui, dire que la mission est accomplie, non. Bien au contraire, elle vient de commencer. Oui, elle vient de commencer. Vous avez dit lors de la clôture que vous allez transmettre toutes les résolutions au niveau du gouvernement. Est-ce que cela a été fait? Si oui, est-ce qu'on peut avoir ce que le chef du gouvernement vous a dit par rapport à la transmission de toutes ces préoccupations? À ce jour, nous n'avons pas encore déposé. Nous avions organisé les États généraux. Nous sommes dans la rédaction de notre feuille de route. Nous avons eu des recommandations de la société civile, des opérateurs miniers, de l'administration des mines dans sa globalité. Et là, nous sommes dans la rédaction parce que nous voudrons, en fait, prioriser nos actions dans les 3 années à venir, prioriser nos actions et avec un chronogramme à côté, ainsi qu'un budget. Donc c'est un travail qui ne s'est fait pas en un jour. La commission est encore en train de travailler dessus. Lorsque nous aurons fini, je crois si tout va bien, peut-être d'ici la semaine prochaine, nous allons déposer notre feuille de route auprès du Premier ministre. Et ça ne pourra, pour que cela soit mis en œuvre, il faudrait que ça passe par le Conseil des ministres. Et lorsqu'il sera adopté, nos travaux pourront commencer à être mis en application. Oui, une autre question par rapport à ces recommandations. Il y a une qui concerne la BCC, donc vous encouragez à reprendre l'achat de la production artisanale. Et c'est pour quel objectif? Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce problème d'inflation tout le temps. Et heureusement, le gouvernement des Warriors est en train de s'y atteler. Je crois aujourd'hui, nous subissons de moins en moins l'inflation. C'est parce que la Banque centrale aujourd'hui, congolaise, est en train, plus le jour passe, de se créer une réserve en devises. Et nous, dans le secteur minier, nous disons, bon, les minerais, nous avons pratiquement la grande partie des minerais du monde ici en RDC.
l'or, nous l'avons au Congo. C'est comme ça que lors des travaux des États généraux, il y a eu des recommandations dans ce sens-là. Si aujourd'hui la Banque centrale pouvait se mettre à acheter de l'or de production artisanale pour se constituer une réserve en or, comme d'autres pays le font, la France ainsi que d'autres pays, hein, la Suisse. Nous voudrons le faire parce que nous avons déjà dans notre sous-sol l'or. La Banque centrale, le moment viendra, ce sont des propositions, comme je l'ai dit, qui ne sont pas encore coulées en loi, parce que c'est une feuille de route que nous sommes encore en train d'élaborer pour le présenter auprès du Premier ministre ainsi qu'au Conseil des ministres. Ma question est, l'exploitation artisanale des sites miniers de l'Est fait l'objet de beaucoup de conflits, en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu et même dans les grands Katanga. Comment comptez-vous remplacer l'économie de guerre à l'économie responsable? La seule façon de remplacer l'économie de guerre à l'économie responsable, c'est le respect des textes que nous avons en République démocratique du Congo. Le secteur minier aujourd'hui, que ce soit au sud du pays, au Grand Katanga, que ce soit à l'est, que ce soit même au Kasaï, même ici à Kinshasa, nous avons l'exploitation de carrières. Mais lorsque vous allez, les Congolais, je ne comprends pas. C'est le Congolais qui est là pour faire le dur labeur. Mais les bénéficiaires, ce sont des étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, mais à la fois je me dis, nous avons des Congolais qui ont de l'argent, qui préfèrent investir dans le bâtiment, alors qu'ils ont cette opportunité-là d'investir dans les mines et devenir millionnaires, parce que c'est... Voilà. La mise en application des textes légaux et la vulgarisation du code minier, je crois que je vais faire la ronde, dans la mesure du possible. J'irai vers les exploitants artisanaux, leur expliquer qu'on leur a donné la possibilité, parce qu'aujourd'hui, la majorité des coopératives minières aujourd'hui, ce ne sont pas des exploitants artisanaux. Bonjour Excellence, c'est José Moussangana pour le compte Antenne A, la première chaîne privée. Alors ma question est celle-ci. Excellence, il s'observe que les entreprises minières congolaises pataugent dans ce secteur, alors que les investisseurs étrangers font bonne affaire. Avez-vous une recette magique quant à ce qu'il serait, n'est-ce pas, une sorte de cure d'attaque pour remédier à ce problème? Bon, la magie, c'est le respect des textes. C'est tout ce que je peux dire. La potion magique que je vais utiliser, c'est celle-là. Celle d'être rigoureuse dans le strict respect du code des règlements miniers. C'est vraiment une question de volonté politique. Nous étions dans un système, aujourd'hui nous sommes dans un autre système. Et les choses ne peuvent pas s'expliquer aujourd'hui. Que les sociétés minières et privées réussissent et les Congolaises, de façon cyclique, ne savent pas prospérer. Je crois que c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de texte, ce n'est pas une malédiction. Ensemble, avec ces entreprises-là, nous verrons comment relever la pente. Excellence, vous êtes juriste de formation. On vous sent un peu, vous êtes un peu rigoureuse. Quelquefois, vous paraissez un peu incomprise. Ça vous dérange un peu d'être incomprise alors que vous voulez tenir mordicus au respect du texte? Ça vous dérange un peu? Ça dérange, hein, mais à la fois je me dis, bon, tout le monde ne doit pas penser comme moi. Tout le monde ne peut pas voir les choses de la même façon que moi. Je suis différente des autres, je dois aussi accepter que les autres aussi pensent différemment que moi. Je prends tout sur moi et je me dis je ne me fatiguerai pas, je continue droit au but. Excellence, vous avez toujours évoqué la question de la recherche géologique et le changement d'approche dans la mise en exploitation des ressources minières. Pourriez-vous détailler votre vision par rapport à ces deux questions? Ma vision, en fait, c'est celle du chef de l'État lors de ses différents discours par rapport au secteur minier. Et je me rappelle la dernière fois, nous avions accompagné le chef de l'État au Katanga. Il a si bien dit, nous voudrons un partenariat gagnant-gagnant.
où la République démocratique du Congo gagne, les investisseurs gagnent et la population congolaise gagne aussi. La seule façon d'y arriver, à mon humble avis, c'est de pouvoir certifier les minéraux congolais. Et nous ne pouvons certifier les minéraux congolais que par l'entremise du service géologique national du Congo, qui est un service qui a été créé en 2018, mais qui n'a pas la politique de ses moyens aujourd'hui. Depuis que nous sommes à la tête du ministère, nous nous sommes battus pour que ce service-là puisse avoir quand même les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, le service peut se mouvoir, mais pas totalement, parce qu'en amont, le financement de ces services-là doit provenir du Fonds minier pour les générations futures. Une autre institution qui a été créée par le Code minier et puis qui a été déjà mis en musique par un décret du Premier ministre, mais que jusque-là, on n'a pas encore nommé les animateurs. Je pense que d'ici là, ça sera fait et cela nous permettra de pouvoir faire les études de faisabilité, certifier les minéraux du Congo pour que demain nous puissions être capables de faire un appel d'offres en disant voilà, nous avons dans telle concession ou tel territoire ou telle partie, nous avons un site où il y a autant de tonnes de cuivre par exemple qui valent autant de millions. Ceux qui veulent peuvent postuler pour pouvoir acheter ou avoir des titres miniers dans cet espace-là. Et il n'y a que de cette façon-là que nous pourrons dire que nous avons gagné le pari. Ce sont les biens qui sont dans le sous-sol du Congo. C'est au Congo de pouvoir certifier ces minéraux et de faire un appel d'offres. Un appel d'offres à tous ceux qui veulent investir, congolais ou étrangers. Et voilà. Au moins nous savons, nous investissons, nous avons autant d'argent en minerais, nous pouvons investir autrement avec ce que nous avons comme réserve, comme certificat en minerais. Voilà un peu de mots, la politique que nous voulons. Moi, j'ai fait la certification de nos minerais. En tout cas, j'en fais une priorité pour moi. Je me dis, je me battrai. Je me battrai pour que même si j'échoue ailleurs, que je puisse réussir, ne fût-ce que dans la certification des minerais du Congo. Du 8 au 10 juillet de l'année en cours, le ministère a organisé les États généraux des mines. Au cours des travaux, vous aviez largement évoqué l'héritage que le secteur minier laissera aux générations futures. Évoquez-vous l'après-mine ou vous avez une vision plus large? Nous avons une vision beaucoup plus large. Vous savez, les minéraux sont épuisables. Aujourd'hui, nous avons des trous, un peu si vous allez au Kasaï. Hier, c'était le Kasaï. On parlait que du Kasaï dans le secteur minier. Aujourd'hui, on parle de moins en moins du Kasaï, c'est le Katanga. Donc, c'est pour vous faire voir que ce sont des produits de biens épuisables. Notre vision, c'est pouvoir basculer vers l'agriculture, l'élevage, la pêche, et puis construire des écoles professionnelles pour amener nos générations futures, même si demain, lorsqu'ils viendront, lorsqu'ils seront là, lorsqu'ils dirigeront le Congo demain, qu'ils puissent se dire au moins, il y avait des minéraux au Congo, au moins nos ancêtres nous ont laissé un héritage des écoles professionnelles, des grands champs, des coopératives, voilà. C'est Blaise Ndongala, Radio Kapi. Excellence, vos services spécialisés sont des unités satellites. La question est celle de savoir comment ces services vont-ils participer à votre performance. En un mot, je dirais que c'est le respect des textes. Il y a, dans la hiérarchie de normes, moi je suis ministre des Mines, ces services spécialisés sont là pour m'accompagner, moi qui suis ministre des Mines, dans la réalisation de l'action du gouvernement.
Donc ce sont des services qui, en principe, ne devaient pas me bloquer. Mais dans l'applicabilité, ce n'est pas ce que nous vivons. Le CAMI, c'est pratiquement le coffre-fort de tout ce que nous avons comme richesse ici au Congo. Le SAEMAP, c'est un service d'accompagnement des exploitants artisanaux. Nous avons le CEC qui est là pour pouvoir certifier tout ce que nous avons comme subsistance minérale. Voilà, ce sont des services qui doivent accompagner le ministère des Mines à pouvoir atteindre l'objectif, l'action du gouvernement, la prospérité même du secteur minier. Mais nous sommes en train de nous y atteler, nous sommes en train de nous imposer. Je crois que les choses vont aller. J'ai espoir et je me fais confiance. J'avais une question, mais en vous entendre parler, il y en a une autre qui m'est venue en esprit. Apparemment, l'excellence, le mal est très profond dans votre secteur. C'est pourquoi vous évoquez le respect des tests. Aujourd'hui, comment comptez-vous faire respecter ces tests? D'autant plus que nous savons que ces entreprises minières existent depuis. Et si aujourd'hui ces entreprises minières continuent de ne pas respecter les tests, y a-t-il des sanctions qui vont subir après? Et s'il y en aura, quelles sont ces différentes sanctions qu'ils doivent subir si aujourd'hui ils ne respectent pas le test? Oui, les sanctions vont suivre. Vous savez, je suis ministre des Mines aujourd'hui. Par-ci, par-là, les gens se plaignent par rapport aux opérateurs miniers. Mais je n'en vois pas. Nous étions dans un système de trafic d'influence. Je suis là devant moi, j'attends que les dossiers viennent pour que nous puissions les traiter. Mais non, les opérateurs miniers préfèrent contourner le ministère, chercher des influences ailleurs pour nous imposer, nous, une ligne de conduite. Moi, j'ai fait un appel aujourd'hui, j'en appelle à la conscience des opérateurs miniers. Nous sommes le ministère des Mines, nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les accompagner et ils ne peuvent que venir vers nous. Nous sommes des partenaires. Si autrefois ça n'a pas marché, moi je voudrais que nous puissions nous donner la chance de pouvoir faire marcher les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'enflouer les trésors publics, des finances. Moi, je ne me l'explique pas aujourd'hui. Les opérateurs miniers sont là, ils gagnent. On le voit au quotidien. Mais lorsque vous allez au trésor public, on ne le sent pas. C'est parce qu'en amont, nous avons la fraude, nous avons la corruption qui continue à gangréner non seulement le secteur minier, mais pratiquement tous les secteurs de la République démocratique du Congo. Nous souhaiterons que demain, nous puissions avoir la même vision. Parce que c'est le même texte qui nous régisse, le code et les règlements miniers. Donc, j'en appelle à tous les opérateurs miniers qui ne se perdent pas. Lorsqu'ils se perdent, c'est eux qui perdent. Et c'est la République aussi qui perd. Lorsqu'ils viennent vers le ministère des Mines, eh bien, la République démocratique du Congo gagne. Et eux aussi gagnent. La seule façon, je l'ai dit, c'est le respect des textes. Ceux qui iront à l'encontre des textes légaux de la République démocratique du Congo, eh bien, les sanctions suivront. Je crois que vous avez suivi dernièrement, il y a des vidéos qui circulent, hein, surtout dans le secteur des mines. Et j'ai suivi même dernièrement à la radio Top Congo. J'ai rentré chez moi, j'ai venu du cabinet. En route, en chemin faisant, la radio était allumée dans le véhicule. J'entends seulement beaucoup de ces personnes qui ont ministre on a mine. Des nines ba congolais ba okufa. Ba bomara ba congolais ba minéré na ba moko. J'étais choqué déjà, c'est au quotidien parce que nous sommes là, nous avons des informations au quotidien par rapport à l'artisanat minier et puis par rapport à l'industrie minière. Cette question-là m'avait révolté. Parce qu'il y a une vidéo qui circulait là avec la société Comus où on a tapé sur les Congolais et c'est des Congolais qui tapaient sur des Congolais. Nous sommes rapprochés de la société pour avoir de plus amples informations et nous sommes en train de dire, et nous leur avons dit, qu'ils doivent apprendre à respecter les Congolais. Ils sont venus investir au Congo
Si les Congolais envahissent leurs concessions, c'est à eux de pouvoir protéger leurs concessions et non pas ces Congolais-là. Si les Congolais envahissent leurs concessions, nous avons la loi, la justice est là, la police est là, qu'ils les fassent dans les normes. Moi, je me vois très mal aujourd'hui si je dois aller en France ou en Belgique ou même en Chine. Aller, je ne sais pas si je peux me le permettre. Que je puisse faire ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Faire taper des Congolais, faire tuer des Congolais parce qu'ils ont envahi leur site. La moindre des choses, c'est de les amener auprès de la police, les présenter à la police afin que la police puisse faire son travail. Et non se rendre eux-mêmes juges et partis. Se rendre justice en tapant sur des Congolais. Et voilà. Donc nous sommes en train petit à petit à donner un ton, à appeler tous ces partenaires-là à pouvoir regarder avec nous et eux dans la même direction. Le respect des textes, le respect surtout des droits de l'homme. Nous sommes chez nous. Vous ne pouvez pas venir investir chez nous et nous traiter d'esclaves. Et j'en appelle aussi à toutes nos autorités militaires. Parce que c'est eux qu'on utilise, les policiers, les militaires dans des sites miniers. Ils ne sont pas tenus. On vous appelle, vous venez et vous vous mettez à fouetter les Congolais. Pour quel motif? En parlant, j'ai senti en vous cette douleur quand vous parliez du secteur minier artisanal. Et ma question était celle de savoir. Déjà, nous avons connu plusieurs dirigeants du secteur hommes et aujourd'hui c'était des hommes forts. Aujourd'hui c'est vous qui êtes une femme forte, qui faites bouger les lignes, qui tapez du poing sur la table et nous remarquons qu'avec plusieurs de vos initiatives, les choses changent et qu'au fur et à mesure elles vont changer. Mais ces artisanaux, ce secteur artisanal minier, qu'est-ce que vous pouvez leur promettre parce qu'ils ont confiance en vous? Les choses sont telles qu'elles sont, nous le savons. Elles sont très difficiles, mais vous êtes là pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre pour un changement, pour qu'ils puissent se retrouver dans leur façon de faire les choses? Nombreux ne savent pas l'opportunité qu'on leur a donnée. Nous irons vers eux, discuter avec eux, les responsabiliser, leur faire voir l'opportunité que le code leur donne aujourd'hui, qui s'organisent en coopérative. Au fait, les Crésols ne le savent pas. Lorsque vous allez aujourd'hui dans tous ces sites-là d'exploitation artisanale, vous prenez le document créant la coopérative minière, vous ne verrez aucun Créseur. Aucun. Alors que la loi est très bien claire là-dessus. Les exploitants artisanaux ayant leur carte en cours de validité, qui sont censés créer une coopérative minière. Mais dans la pratique, ce n'est pas cela. Je ne fais pas de promesses, mais j'irai vers eux pour les responsabiliser afin qu'ils puissent prendre les choses en main, qu'ils cessent d'être esclaves d'autres personnes, qu'eux-mêmes se prennent en charge, s'organisent et qu'ils deviennent des millionnaires congolais. Oui, madame, dans cette lutte que vous vous êtes engagée, puisque beaucoup de gens ne seront pas contents de vous, du travail que vous êtes en train de faire, est-ce que vous allez tenir le coup devant les influences? Du moment où nous avons le soutien du chef de l'État, le chef de l'État nous a donné des instructions. Il nous a demandé de faire notre travail. Il nous a dit que personne ne vienne vous dire que le président a dit. Dans le respect de textes, faites votre travail. Mais si vous subissez l'influence, parce que tel est venu vous faire dire des choses, ou parce que tel est venu vous faire faire des choses, lorsque le mal va arriver, vous démissionnerez pour aller répondre auprès de la justice. C'était un message fort que le chef de l'État nous a donné. Moi, je ferai mon travail. Les influences viendront, mais elles vont me trouver forte. Bétonné, oui.